John, 46 ans. François, 53 ans. Julien, 28 ans. Stéphanie, 36 ans. Depuis le début de l'année, 31 policiers se sont donné la mort. Des majors, des gardiens de la paix, des brigadiers, dans toute la France. Des femmes et des hommes qui croyaient en leur mission de service public, jusqu'à ce qu'ils ne voient plus d'autre issue que de commettre l'irréparable. Dans la police, il y a plus de suicides que de morts en service. Mais pour les policiers, parler de leur détresse reste tabou. Mon ex-mari m'a appelé le 4 avril à 7 heures en me disant « Il est arrivé un drame, Jean-François s'est pendu ». C'est horrible. On est parti tout de suite avec mon mari. Et puis, on ne m'a pas laissé le voir. Parce qu'il fallait que la police judiciaire arrive, comme c'était un policier. Mon fils est décédé à 6 heures, je crois. Le commissaire est arrivé à 11 heures. On a attendu, sans pouvoir monter pour voir mon fils. J'avais pas le droit de rentrer dans l'appartement. Dominique Sitchabot a perdu son fils il y a 2 mois. Jean-François avait 38 ans. Il était marié, père de 4 enfants. Et travaillait dans la police depuis 18 ans. Votre fils, lui, il était fier d'être policier. Très fier. Pour lui, la police, c'était... il inspirait le respect, mon fils. Il aimait son métier. Pour lui, c'était... je rends service à l'État, je m'occupe des concitoyens. Voilà, c'était ça, mon fils. La police, pour lui, c'était la fierté. Mon fils adorait son métier. Mais je pense qu'au fil des années, il a été usé. Et cette fatigue, il vous en parlait pas? Non. Quand on voyait, il disait toujours qu'il allait bien. Même ses frères et sœurs s'en sont pas rendus compte. Ma fille, elle l'a eu 2 jours avant son suicide. Et elle m'a dit, mais j'aurais jamais imaginé. Il savait pas se confier et dire son mal-être. Ça, il ne savait pas faire. Mon fils me disait, quand on est policier, on ne se plaint pas. On est fort. Pour eux, la police inspire la force, quoi. Jamais j'aurais pu imaginer. Il serait mort sur le terrain, comment dire. On sait qu'un policier risque sa vie. C'est écrit, c'est comme ça. Il risque sa vie. Là, il serait mort sur le terrain, il aurait eu des obsèques avec le drapeau bleu-blanc-rouge sur son cercueil. Je l'ai demandé, ce drapeau bleu-blanc-rouge, on me l'a refusé. On n'a pas le droit. Parce que mon fils s'est suicidé. C'est pas normal. Si je me bats, c'est pour ses collègues. Hein. Parce que Jean-François, malheureusement, on l'a perdu. Mais il faut que ça s'arrête. Il faut que ces gars, ils aillent travailler avec l'envie. Et pas avec du dégoût. Et là, ce que je vois autour de moi, c'est qu'ils ne vont pas travailler avec envie. Selon Dominique Sitchabot, son fils s'est suicidé à cause de ses conditions de travail. Quelques jours après sa mort, elle écrit donc au président de la République et au ministre de l'Intérieur pour les alerter sur le mal-être des policiers. D'abord rongée par la colère, j'ai noirci plusieurs pages de remords, d'accusations et des blâmes divers et variés visant l'administration. Si cette démarche cathartique m'a aidée depuis que j'ai enterré mon fils, elle n'est malheureusement d'aucun secours pour ses collègues encore en service. Jean-François, mais aussi ses collègues, tous témoignent des mêmes choses. Il y a d'abord des manques de moyens. Je commence par cela car c'est peut-être, et c'est triste à dire, le moins grave. Il faut dire que Jean-François savait en jouer. Nous nous régalions en effet de ces histoires ubuesques où ses collègues et lui prenaient en chasse une grosse cylindrée allemande à bord de leur ridicule citadine au contrôle technique périmé. Manquer de moyens techniques, c'est une chose qui peut parfois faire sourire, mais manquer de moyens humains, au point de cumuler plus de 150 heures supplémentaires en moyenne non payées et non compensées, cela devient dramatique. C'est aussi un manque de respect et de reconnaissance qui gangrène l'esprit des troupes et qui, dans un milieu où parler de ces problèmes relève de l'aveu de faiblesse, pousse certains à commettre l'irréparable.
Des familles en deuil parce que la police est malade. Alors que faisons-nous? On demande à toutes les familles de policiers de croiser les doigts pour que ce ne soit pas leur tour. Croyez-moi, ça ne marche pas. Dieu sait que j'ai essayé. Ou alors on passe réellement à l'action et on donne à la France la police qu'elle mérite. Rares sont les policiers qui reconnaissent avoir eu un passage à vide. Comment dire que ce métier dont on a rêvé est devenu une souffrance? Michel Biguet est entré dans la police il y a 15 ans. Chez lui, c'était plus qu'une vocation, un héritage familial. Là, c'est mon grand-père, c'est le papa de ma maman qui a été le premier policier de la famille. Ça, c'est mon papa. Donc, il a fini brigadier-major en police secours. C'est lui qui m'a expliqué aussi ce que c'était que d'être policier, que c'était pas seulement arrêter les gens, c'était aussi avoir un esprit de famille et un esprit de corps. Donc c'est vrai que c'était quelque chose d'important pour moi. Ça, c'est moi quand j'étais adjoint de sécurité. Donc c'est mes premiers pas dans la police, officiellement. C'est la première fois que je revêtais la tenue, l'uniforme, et je m'en rappelle, j'étais assez fier, parce que la première chose que j'avais faite, c'était d'envoyer une photo de moi en tenue à ma mère pour lui montrer, ça y est, j'y suis arrivé, quoi. Parce que c'était une fierté pour notre famille, c'est une fierté d'être dans la police, quoi. Mais l'uniforme que Michel Biguet endosse n'inspire plus autant le respect. Et une fois sur le terrain, il découvre un métier au quotidien éprouvant. Une confrontation continuelle à la violence et à la mort, à laquelle rien ne l'a préparé. Quand vous voyez votre premier mort, on a pu vous en raconter plein. C'est ça qui va faire bizarre, et c'est ça où vous remarquez vraiment que c'est un travail totalement atypique, quoi. Vous annoncez les morts, vous les découvrez, vous posez les scellés sur les cercueils, vous croisez beaucoup ces choses-là, vous croisez des choses que personne ne veut voir. Et tout ça, le plus dur, c'est vrai, c'est que quand vous finissez le service, il faut le laisser au vestiaire, comme on dit. Et ça, c'est facile? Non, c'est même impossible. Vous, c'est quoi les images les plus marquantes que vous gardez encore? C'est plus l'odeur de la mort. Ça a une odeur particulière, ça a une odeur qui vous colle à la peau. Vous rentrez, vous lavez vos fringues, vous pouvez prendre 3-4 douches, vous lavez toujours. C'est plus ça qui est marquant. Ou même, vous avez des gens qui sont, moi je me souviens, armés d'un couteau, en train de menacer, de vouloir me tuer. Et là, on se dit, mais on fait quoi? On s'entretue, et c'est vrai que c'est ces images-là où vous voyez la haine, le visage qu'il a. On le croise souvent quand on est en police secours. Et c'est vrai que c'est ces images-là qui restent vraiment ancrées en mémoire. Dans la police, votre privé, votre professionnel, il se mélange énormément. J'avais des petits problèmes au niveau personnel. J'ai eu une rupture difficile qui s'est passée. J'avais l'impression d'être complètement déconnecté entre le rêve de policier, de ce que je voyais par mon père, de ce que j'entendais de mon grand-père et de ce que je faisais. Je me disais, mais on ne sert plus à grand-chose, on ne fait pas ce qu'on devrait faire. Que ce soit les courses aux chiffres, que ce soit tout ça, c'est là où on se dit c'est long, parce que c'est dégradant, c'est pas notre boulot. On n'est pas rentré pour verbaliser, on n'est pas rentré dans la police pour rentrer dans un commissariat où vous avez ça de flotte qui se trouve dans votre vestiaire parce qu'il y a une fuite d'eau et qu'elle n'est pas réparée. Le manque de reconnaissance, que ce soit de la haute hiérarchie ou que ce soit même de la population, hein. Et puis vous vous enfermez, et c'est là où j'ai commencé à perdre pied, j'ai commencé à avoir plusieurs vices, comme on dit, hein. L'alcool, les cigarettes, j'étais devenu insomniaque parce que dormir, c'était les cauchemars. Donc je dormais très peu, je marchais à la caféine, à l'alcool et à la cigarette. Et puis un jour, je me suis dit, est-ce que tu peux t'en sortir ou pas? Et j'avais ces fameuses 3 choses devant moi, j'avais un verre d'alcool, une clope et mon arme de service. Et je me suis dit, je peux plus. Et j'ai tenté le suicide à cause de ça, parce que je voyais plus la lumière au bout du tunnel. Et qu'est-ce qui vous a arrêté alors? Mon collègue, j'avais la chance d'avoir un collègue avec qui je m'entendais bien, qui avait les clés de mon appartement, avec qui on faisait des petites soirées de ça. Et je sais pas pourquoi, est-ce que c'est mon côté catholique qui va dire que c'est Dieu qui l'a mis sur la voie ou quoi, mais il est rentré au moment où je commençais à chambrer mon arme, et il m'en a empêché. C'était il y a 10 ans.
À l'époque, Michel Biguet est policier depuis seulement quelques années. Il ne parle à personne de sa tentative de suicide et demande aux collègues qui l'a sauvé de ne pas prévenir leur hiérarchie. Après quelques jours de vacances, il reprend le travail sans avoir consulté ni médecin, ni psychologue. Vous aviez pas peur de votre arme? C'est difficile de la reprendre en main quand vous vous dites que la dernière fois vous l'avez prise, c'était pour vous foutre en l'air. Et puis vous vous rappelez que c'est votre outil de travail, et puis que ça sauvera peut-être des vies, et puis voilà quoi. Donc il y a une relation très bizarre avec une arme, c'est sûr. Surtout quand vous avez foutu sur votre temple. Vous avez un peu cette appréhension. Après vous passez au-dessus, grâce justement au soutien du collègue. Moi j'invite les collègues à avoir du soutien, que ce soit d'un collègue ou d'une structure, ou de famille, ou d'amis, parce que c'est ça qui permet justement... tout seul je m'en serais pas sorti. Est-ce que c'est facile de dire, comme vous le faites, voilà, je suis CRS et je dis à visage découvert que j'ai essayé de me suicider? Ah non, surtout en CRS. Vous avez une image. Le CRS, c'est le bouclier, c'est le casque. Vous êtes ceux qui ne devaient pas avoir peur, qui ne devaient pas être faibles. J'ai eu peur au départ. Je me suis dit, comment ils vont réagir? C'est dur de dire que j'ai été faible. Et puis, en fait, non. Ça a été des collègues. J'ai eu des collègues avec qui je parlais peu, qui sont venus me voir et qui m'ont dit, moi, j'ai mon beau-père qui s'est suicidé. J'ai eu des collègues qui sont venus me voir, que je connaissais. Et qui m'ont dit, ouais, moi aussi, j'y ai pensé. Délégué syndical, Michel Biguet est plus libre de parler que ses collègues, soumis au devoir de réserve. Comment vous expliquez, vous, si on peut l'expliquer, qu'il y ait autant de morts depuis le début de l'année, de suicides? Je suis bien placé pour savoir que le suicide, on n'a pas qu'une raison et que c'est dur à expliquer. Je pense que les conditions de travail, les horaires de travail aussi, qui sont juste effarants. Si vous n'avez pas la reconnaissance derrière, si vous n'avez pas de soutien, si vous n'avez pas de repos, qu'on fasse un sondage auprès des services de maintien de l'ordre, des collègues de BAC, de leur demander depuis le début des manifestations des Gilets jaunes combien ils ont eu de repos. Ou combien ils ont vu de collègues qui ont pris un cocktail Molotov, ou un pavé sur la tête, ou on ne sait quoi d'autre encore. Ça joue énormément. On vit là en ce moment une crise sociale. On en demande beaucoup là en ce moment à nos policiers, je pense. Et on a quoi en retour? Bande de cobayes! On s'avoue! Suicidez-vous! Suicidez-vous! Comment vous avez vécu, vous, tout ça? Beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Moi, les manifestations, je peux les comprendre. J'ai ma femme qui est smicarde. Donc je sais ce que c'est que d'être smicard. J'ai commencé, j'avais 980 € pour risquer ma peau pour des gens quand j'étais à l'ES. Donc je sais ce que c'est. Mais là, suicidez-vous. C'est pas l'institution qu'on attaque, c'est le fonctionnaire. C'est l'homme. Quand on jette un cocktail Molotov, c'est l'homme qu'on attaque. Faut pas qu'ils oublient quand même, ces gens-là, que en dessous du casque et derrière le bouclier, il y a un père de famille. Le manque de respect, la tension permanente peuvent parfois briser des policiers surmenés. Estelle a vu son mari s'épuiser dans son métier. Arnaud était officier. Son insigne, grade de capitaine, son brassard. Il y avait sa carte avant, mais elle a dû être restituée. Je l'ai restituée après son décès. Quand mon mari s'est suicidé en 2014, en décembre 2014, le 6, ça faisait 20 ans qu'on était mariés, 23 ans qu'on vivait ensemble. On se connaissait depuis le lycée. Et c'était une évidence. Voilà.
C'était ma moitié d'orange et j'étais la sienne. Ce soir-là, on a eu une dispute concernant ses horaires. Bon, il fallait que je parte vite. J'avais une répétition générale avant un grand concert. Pierre, c'était son premier concert aussi avec l'orchestre dont je faisais partie. Notre fils aîné était dans sa chambre et je suis partie. C'est la première fois que j'ai pas dit au revoir à mon mari. On est rentré à minuit moins le quart avec Pierre. Et la maison était silencieuse, il n'y avait pas de feu dans le poêle à bois. Or, mon mari faisait toujours du feu, c'était lui qui s'en occupait. On a fait le tour de la maison, on a appelé. Pierre est monté à l'étage. Moi, je suis partie vers le garage. Pierre m'a rejoint, il m'a dit « il y a de la lumière dans le grenier ». J'ai monté l'escalier de meunier. Mon mari s'était pendu. Il avait dit qu'il ne le ferait jamais, que jamais il utiliserait ce type de moyens, parce qu'il ne voulait pas faire ça à ses proches, qu'il n'utiliserait jamais son arme de service non plus. Pierre m'a dit, mes 2 fils m'ont dit que j'avais poussé un hurlement, je m'en souviens pas. J'allais redescendre l'escalier. Et puis Pierre a voulu monter. Alors j'ai crié après Pierre qu'il aille appeler les pompiers, qu'il emmène son frère chez les voisins, qu'ils aillent chez les voisins après, voilà. Et je suis remontée parce que c'était à moi de le faire. Fallait que je protège mes enfants, que j'essaie de sauver leur père, que j'essaie de sauver Arnaud. Je sais pas combien de temps j'ai essayé de le sauver. Et en même temps, je me disais, mais de quel droit? Quand il y a tellement de souffrance. Les gendarmes viennent constater le décès. Ils sont rejoints par les supérieurs hiérarchiques d'Arnaud, jusqu'au DDSP, le directeur départemental de la police. J'entendais ce qui se passait, ce qui se disait, et j'ai entendu la discussion qu'il y avait entre les gendarmes et le DDSP, qui leur disait que de toute façon les choses étaient claires. C'était pas la peine d'aller interroger mon fils aîné. La conclusion, c'était raison familiale et personnelle au suicide. C'était choquant. Voilà, c'est pour solde de tout compte. Il s'est suicidé à son domicile. Moi, je venais de parler de la dispute que nous avions eue avant. C'est terminé, ça s'arrête là. Et je pense que déjà, je savais que j'allais pas accepter la version de la police et de la gendarmerie. C'est pas vrai. Ce sont ces conditions de travail et la rencontre de certains individus policiers qui l'ont détruit. Arnaud a passé 25 ans dans la police. Selon Estelle, il s'y est abîmé, petit à petit. Il était d'astreinte 1 semaine complète plus un week-end. Il travaillait la nuit, s'il était appelé. Ça pouvait être jusqu'à 10 fois par nuit, pas toutes les nuits, mais c'était au minimum 2 à 4 fois. Et en plus, le travail de jour à effectuer. C'est-à-dire que vous avez été toute la nuit au commissariat, il n'est pas question que vous reveniez pour dormir. Et si malheureusement la nuit d'après c'est comme ça, ben, il faut tenir. Et il faut tenir aussi le week-end, comme ça. Enfin, ce rythme-là faisait aussi qu'au niveau de son équipe, les gens tombaient comme des mouches. Si bien qu'à un moment donné, il en est arrivé à 3 semaines d'astreinte sur 1 mois. Du point de vue de physiologique, je doute que beaucoup de monde puisse résister à ça. Il y a eu un événement à l'époque. Un de ses subordonnés a été retrouvé carbonisé dans sa voiture dans un village voisin. Les conclusions ont été qu'il s'était endormi dans sa voiture avec un mégot
allumé et que ce mégot avait mis le feu à la voiture. Et ça a été extrêmement difficile pour lui. C'était quelque chose de très très douloureux, et pour lui et pour son équipe. En janvier 2008, Arnaud est victime d'un violent malaise au commissariat. Immédiatement, il a été vu par un médecin et puis mis en arrêt. À l'époque, mon mari ne savait plus conduire. Il ne savait plus écrire. Ça a duré 2 ou 3 semaines comme ça, de confusion, d'épuisement. Les examens ont été faits, ont éliminé toute cause liée à un AVC ou un problème cardiaque ou un problème physiologique. Et en fait, il a été question d'épuisement psychique et physique. Donc votre mari, à cette période-là, en fait, il fait un burn-out? Oui, alors le seul problème du burn-out, c'est qu'il n'est pas reconnu en maladie professionnelle, voilà. Mon mari est resté à la maison, effectivement, presque 6 mois, avec un suivi adapté, avec des médicaments adaptés. Mais ça signait clairement pour lui un aveu de faiblesse. Et ça, c'était compliqué dans la police. Et puis, en juin 2008, il est allé rendre visite à un de ses collègues qui avait fait une tentative de suicide. Et mon mari est passé à l'acte 2 jours après, avec le même cocktail de médicaments. 3 mois après cette première tentative de suicide, le mari d'Estelle reprend le travail. D'abord à mi-temps, sans son arme. Puis dans les mêmes conditions qu'auparavant. Avec, au bout de quelques années, une pression supplémentaire, entretenue, d'après Estelle, par une des collègues d'Arnaud. J'ai vu mon mari, au fur et à mesure, être détruit. Lutter chaque jour lutter pour survivre au travail, et puis chaque jour après lutter pour vivre, pour être là pour nos enfants. Enfin là, il s'est effrité. Il n'y a pas d'autre mot. À la mort d'Arnaud, Estelle décide de se battre pour faire reconnaître que son mari s'est tué à cause de son travail. On m'a dit, oh là là, mais tu vas perdre. Je me suis dit, mais je vais perdre quoi? J'ai déjà tout perdu. J'ai déjà perdu mon mari, là, donc tu vas perdre, tu vas détruire tes enfants, occupe-toi de tes enfants, enfin, tu te rends compte, on s'attaque pas comme ça à la police. Vous savez, il y a ce sentiment qui fait qu'on sait que c'est juste, qu'il faut le faire. C'était pas de la colère, c'est pas de la vengeance. C'était faire appel à la justice. Au bout d'1 an, Estelle obtient une première victoire. La police reconnaît que le suicide d'Arnaud est imputable au service. Une décision exceptionnelle. Mais il n'y a pas eu d'enquête sur les conditions de travail qui ont mené son mari à mettre fin à ses jours. Avec ses 2 fils, Estelle poursuit donc son combat devant les tribunaux. Ce qu'on va avoir remplacera jamais papa de toute façon. Mais... En avril dernier, l'État a été reconnu responsable par la justice administrative de la mort d'Arnaud. Mais cela ne suffit pas à Estelle. Elle veut que l'État soit condamné pour faute. Elle envisage donc de faire appel. Je ne fais pas cette démarche procédurière contre la police. Je la fais pour mon mari, pour nos enfants et pour moi. Après, si ça sert à d'autres et que ça fait évoluer la police, pourquoi pas? Moi, on m'a toujours dit, la police, c'est une grande famille. Là, j'ai l'impression que le père de famille, il ne nous regarde plus. Il nous laisse mourir. Alors, on fait quelques déclarations, on essaie de faire 2-3 choses. Mais c'est pas les paroles qui vont régler nos problèmes.
On a essayé, hein, on va augmenter le nombre de psychologues. C'est bien, mais personne ne sait où ils sont. En plus, ces hommes sont armés. Bien souvent, ils ont leurs armes chez eux. Je pense qu'il devrait y avoir un suivi psychologique tous les mois, savoir comment la personne se sent dans le travail. Une visite médicale vraiment suivie, psychologiquement. Ils sont déjà usés physiquement. Et après, c'est le moral qui ne suit pas. Pour avoir autant de suicides, c'est que la police est malade. Être exposé à la souffrance, à la mort, à la violence, cela fait partie du quotidien des policiers. Mais si Dominique, Michel et Estelle sont sortis du silence, c'est pour que le suicide, lui, ne devienne pas un risque du métier.